Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal sur TLT. À la une de l'actualité de ce lundi 1er décembre, la mobilisation des patrons. Manifestation sans précédent à Paris et à Toulouse. Des chefs d'entreprise qui tirent la sonnette d'alarme sur une économie asphyxiée. Vous les entendrez dans quelques instants. Lundi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de 25 millions de morts et le combat continue contre la pandémie. Enfin, week-end pour le moins surprenant pour les clubs sportifs toulousains. C'est la soupe à la grimace chez les Rouges et Noirs, comme chez les Violets. C'est du jamais vu depuis le début des années 2000 et l'arrivée des 35 heures. Les patrons ont défilé ce matin dans les rues de Paris et de Toulouse. Les chefs d'entreprise mobilisés toute la semaine contre une économie qu'ils disent bridée. À l'appel du MEDEF, de la CGPME et de l'UPA, ils étaient environ 2500 à battre le pavé toulousain. Pascal Soler et Alain Sorat étaient à leur côté. Accumulation de charges, de contraintes, de taxes. Pour ces petits patrons, la coupe est pleine et de récentes mesures l'ont fait déborder. Par exemple, l'interdiction d'embaucher quelqu'un moins de 24 heures par semaine, le compte pénibilité qui doit être mis en place début janvier, sans compter la hausse des taxes locales comme la CFE, cotisation foncière des entreprises. Les collectivités locales prennent des décisions sans tenir compte, si vous voulez, des difficultés des entreprises. C'est ça le problème. Vous avez des CFE qui ont été multipliés par 2. On vous annonce, par exemple, mi-novembre que vous allez avoir une CFE très importante à payer à la fin de l'année et prélever. Ce qui veut dire qu'il faut toujours avoir, par exemple, avec les finances publiques, trouver des solutions pour faire des étalements, etc. Bien sûr qu'il faut payer ces charges, bien sûr qu'il faut payer ces taxes, mais on a vraiment le sentiment qu'on en rajoute toujours plus. Et c'est ça qui est désolant. Parmi les manifestants, un jeune couple paysagiste installé depuis 2009 subit le succès de son entreprise. On travaille 70 heures par semaine, on prend une semaine de vacances par an et en fait on gagne 3,50 € de l'heure. Cette année on est dégoûté parce que on a fait un super chiffre et en fait on se rend compte que l'année prochaine on va payer 2 fois plus de charges. Donc on va réduire notre activité, on va travailler moins en fait, on va rester à la maison. Au lieu de faire encore plus de chiffres et d'investir et d'embaucher, en fait on arrête parce que voilà, on se dit stop, sinon on va trop payer quoi. Autre conséquence, la baisse des embauches. Pourtant, les entreprises de moins de 50 salariés forment 98% du tissu économique français et constituent le premier employeur en France. Les entreprises ne peuvent pas embaucher aujourd'hui. Il ne faut pas être étonné d'avoir plus 0,6% du chômage. Il faut alléger les contraintes et les règlements et il faut alléger les charges au moins pendant un temps. On priorise l'économique et l'emploi au moins pendant un temps, notamment sur les petites boîtes. Objectif, libérer la croissance pour lutter contre la fermeture chaque jour en France de 172 entreprises. Voilà, et de son côté, la CGT organisait une contre-manifestation en quelque sorte depuis la place Esquirol et jusqu'à la préfecture. Une trentaine de personnes, des retraités surtout, des salariés de la SNCF ou encore de la CPAM protestant, je cite, contre l'occupation de la rue par les patrons pour sauver l'entreprise. Les salariés de la CGT mobilisés pour demander le rétablissement et le développement de la solidarité, la justice fiscale, les droits et garanties collectives. On écoute tout de suite Cédric Cobert, il est secrétaire général de l'Union départementale CGT au micro de Gilles Vidotto. Aujourd'hui, les salariés sont dans la rue pour dénoncer une situation extrêmement paradoxale. Depuis 30 ans, les patrons réclament des diminutions de salaire et réclament des facilités pour pouvoir licencier. Depuis 30 ans, ils sont entendus et depuis 30 ans, on voit bien le résultat de ces politiques-là, c'est-à-dire une explosion des chiffres du chômage et une explosion de la précarité. Les patrons sont sur la base de leurs revendications. Ils estiment que pour sortir de la crise, il faut donner encore plus de flexibilité aux facilités et de facilité au licenciement. Alors nous disons que ce sont des solutions qui ont fait la preuve de leur échec et nous proposons d'autres choses. Nous disons que pour sortir de la crise, il faut une relance par la consommation, il faut augmenter les salaires, il faut diminuer le temps de travail et ça, ce sont des vraies solutions. Lundi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. 30 ans de lutte et le combat continue. L'épidémie a fait à ce jour plus de 25 millions de morts. La bonne nouvelle, c'est que le taux annuel de nouvelles infections a chuté de plus de 20%. Mais fait inquiétant, 30 000 personnes seraient aujourd'hui séropositives en France, sans même le savoir. Alors qu'en pensent les associations ici à Toulouse? Eh bien, c'est un reportage de Pierre Bellucci et de Julie Girier du Fournier. Même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis pour la région Midi-Pyrénées, le virus du sida est loin d'être éradiqué. Il semblerait qu'une recrudescence soit à craindre au regard des chiffres mondiaux.
Alors comment expliquer qu'en 2014, tant de gens continuent d'être infectés chaque jour? Les membres des associations tentent de trouver des explications. L'engouement au début de l'épidémie, et il y a toujours un effet d'usure où les gens vont, voilà, ça y est, on s'y connaît, et les gens vont se lâcher, ça c'est un grand classique. Et les profs se sentent mal de parler de sexualité en dehors du cycle de reproduction, de sexualité à des enfants qui voient tous les jours. Déjà que les parents ont du mal à parler de sexualité à leurs enfants, les profs, c'est guère mieux. Le sida est encore un sujet tabou dans notre société, un frein à la lutte, mais qui n'est pas le seul responsable de tous les maux. Entre inconscience, confusion et sentiment d'invincibilité, la prévention demeure indispensable. Je pense qu'il y a un gros déficit en matière d'information, même si l'information est relayée de plus en plus effectivement via certains outils. Il y a quand même pas mal de jeunes, et on voit ça lors des interventions milieu scolaire qu'on fait dans les collèges et lycées, il y a pas mal de jeunes qui ne savent pas comment on met bien un préservatif, quel type d'IST on peut attraper sans ce préservatif justement. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un gros déficit de l'information et qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent des risques du coup lors des rapports sexuels. Malgré les progrès de la recherche, il est aujourd'hui impossible de guérir du sida. La seule et unique protection contre le VIH reste le préservatif. Préservatif, ça peut toujours servir. Voilà, et à noter que les autotests qui permettent à toute personne de savoir en quelques minutes si elle est porteuse du VIH seront commercialisés cet été, précisément à partir du 1er juillet 2015. C'est un outil de dépistage qui devrait même être disponible en pharmacie. C'est en tout cas ce qu'a précisé aujourd'hui la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Une info pratique à présent, la préfecture de Haute-Garonne a lancé aujourd'hui un avis de vigilance crue dans tout le département. La Haute-Garonne est placée en vigilance jaune sur le tronçon Garonne-Toulousaine. Les pluies des dernières heures ont provoqué des réactions sur les cours d'eau des tronçons pyrénéens et par conséquent, les premiers niveaux de débordement pourraient être atteints sur la Garonne toulousaine. Un mot de politique à présent avec, au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP, la question de l'organisation de primaires en vue de l'élection du candidat UMP pour les prochaines présidentielles de 2017. On écoute sur ce sujet précisément Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, au micro de Jean-Marc Lucas. Sur la primaire pour l'élection présidentielle de 2017, je pense qu'Alain Juppé a raison et qu'il faut que, à la fois, les militants, les sympathisants qui ne sont pas militants, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre puissent, le moment venu, choisir celle ou celui qui va les représenter à l'élection présidentielle. Je crois qu'aujourd'hui, les Français accepteraient mal que les partis décident tout seuls selon des procédures anciennes où on ne prenait pas trop l'avis des gens. Non, je crois que les gens, ils veulent participer au débat, ils veulent choisir. Et la primaire, c'est la possibilité à tout Français de donner son avis et de choisir le candidat. Donc je pense que c'est un procédé ouvert et moderne de démocratie. Un mot de sport avec deux mauvaises surprises pour les clubs toulousains. Le Stade a encaissé une défaite étonnante à domicile contre Grenoble à la toute dernière seconde, score 25-22. Les Violets, quant à eux, se sont inclinés 3-2 contre Lorient. Les 3 buts des Merlus étant inscrits entre la 55e et la 60e minute de jeu. Un scénario incroyable donc. Résumé de ces rencontres avec Samuel Prieur. Scénario fou au Stadium à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Après avoir ouvert la marque par Doumbia, suite à ce tir contré de Ben Yedder, le TFC semblait jouer groupé. Quelques occasions de faire le break, vendangé, puis le trou noir, 3 buts encaissés en 5 minutes. Malgré la réduction du score de Petchik, les joueurs d'Alain Casanova s'inclinent pour la 6e fois lors des 7 dernières rencontres. Trop brouillon, fébrile, les Violets flirtent désormais avec la zone de relégation. Possibilité de vite rectifier le tir, les Toulousains défient le FC Nantes à la Beaujoire dès demain soir. À Ernest Vallon, scénario non moins rocambolesque puisque le Stade toulousain s'est incliné à la surprise générale face à Grenoble 25-22 sur une pénalité après la sirène. Les joueurs de Guinoves ont d'abord subi face à des Grenoblois hyper réalistes. En début de seconde période, Toulouse menait 19-13 suite à ce débordement de Yann David, bien conclu par Palisson. Grenoble est revenu méthodiquement au score sur des pénalités de Hart et Wisniewski, tandis que Doussin manquait au total 4 coups de pied. Une issue cruelle pour les Toulousains. Quand on est en situation de marquer des points au pied, on ne les a pas pris. Je ne sais pas combien on manque de pénalités, mais enfin trop. C'est une bonne leçon pour nous.
On n'a pas fini encore la phase aller, on n'est pas encore largué, donc voilà, il faut se battre, il faut rien lâcher et continuer à bosser. Si la défaite fait mal, c'est surtout que les Toulousains venaient d'enchaîner 6 victoires consécutives. Fin de série donc. Côté grenoblois, le succès est historique. En étant grenoblois même, je ne me rappelle pas Grenoble avoir gagné une seule fois à Toulouse. Donc oui, voilà, je pense que c'est un petit exploit. On a encore du mal à réaliser, c'est un véritable exploit pour une équipe comme nous. Ça fait que 3 ans qu'on est en top 14. Toulouse, j'imagine bien qu'on les a regardés souvent à la télé, on a souvent été derrière eux. Voilà, donc c'est pas une surprise non plus parce qu'on l'avait bien préparé, mais bon, c'est difficile à expliquer. Au classement, les places restent figées. Toulouse 7e reste bloquée aux portes du top 6. Place désormais pour les Rouges et Noirs à la Coupe d'Europe, la Champions Cup dès dimanche face aux Glasgow Warriors. Voilà, et puis on l'a appris aujourd'hui, Maxime Médard rempile pour 4 ans. Le Stade toulousain vient en effet de prolonger le bail de l'arrière ailier pour 4 saisons. Donc l'international reste ainsi sous contrat jusqu'en 2018-2019. Il aura alors 32 ans. Maxime Médard qui est titulaire au Stade toulousain depuis 2000. Ça fait 14 ans maintenant. On termine cette édition avec de la culture et de la musique. Arthur H et Arthur Ferrari, respectivement fils de Jacques Higelin et fils de Nino Ferrer, eh bien, seront en concert ensemble sur la scène du Bikini jeudi 4 décembre à 20h. On va écouter et regarder tout de suite quelques images et quelques notes. Un extrait de La caissière du Super de Arthur H. Du Super. Elle bosse pour le boss, pour les beaux yeux du boss. Elle bosse pour le boss. Elle est vraiment super, la caissière du Super. Pour les beaux yeux du boss. Elle bosse. Elle bosse pour son gosse. Pour les beaux yeux du gosse. Elle bosse pour son gosse. Elle est vraiment super, la caissière du Super. Pour les beaux yeux du gosse. Elle bosse. Les caméras ne se lâchent pas d'enregistrer. Voilà, la caissière du Super de Arthur H. Arthur H et Arthur Ferrari réunis donc jeudi prochain sur la scène du Bikini à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, c'est Pascal Solaire que vous retrouverez pour un point complet sur l'actualité toulousaine. Excellente soirée sur TLT.